Reprenons notre lecture du texte Qu'est-ce que les Lumières de Kant et passons au paragraphe 4. Je rappelle que dans le paragraphe précédent, Kant avait mis en doute l'idée qu'un individu seul puisse, par sa propre force, accéder à l'état de majorité. En effet, on l'a vu, à part quelques rares exceptions, quelques grands intellectuels comme Galilée ou comme Giordano Bruno, qui ont eu le courage finalement d'affronter leurs propres pensées et de devenir majeurs, à part ces quelques figures extraordinaires, finalement, Kant nous dit que la plupart des individus risquent de rester tout au long de leur vie dans un état de minorité, à la fois parce qu'ils vont manquer du courage personnel pour affronter leurs désirs, leurs passions profondes ou encore leurs opinions, mais aussi parce que la plupart des individus, finalement, se laissent placer sous la tutelle de ce que Kant appelle dans son texte, je vous le rappelle, des tuteurs intellectuels. Donc la plupart des individus trouvent des tuteurs intellectuels, se fient à eux et continuent de les suivre sans jamais remettre en cause l'enseignement de ces tuteurs. Autrement dit, du point de vue de l'individu, nous dit Kant, il y a peu à attendre et ce n'est pas ainsi que nous irons vers l'âge des Lumières. Ce n'est pas en attendant de chaque individu, en quelque sorte, une révolution intérieure que nous parviendrons rapidement à l'état des Lumières. Alors on va le voir, si Kant ne croit pas à la possibilité pour chaque individu de s'émanciper, on va voir par opposition le paragraphe 4 va passer à l'idée que c'est peut-être grâce à la foule, grâce à la société, grâce à la grande masse des individus que l'émancipation va devenir possible. On voit que dès le début de ce paragraphe, le paragraphe commence par mais qu'un public, donc autant le paragraphe 3 jouait sur la question de l'individu, désormais avec ce paragraphe 4, nous allons passer à la question de la société et du groupe social tel qu'il se constitue. Alors cette opposition entre l'individu et la société, ou l'homme seul et l'ensemble des hommes, c'est une thématique qui s'esquisse ici chez Kant dans un texte finalement d'une période relativement jeune chez Kant. Le texte, je vous rappelle, date de 1783. C'est on va dire un début de la période d'écriture de Kant, mais cette thématique de l'opposition entre le devenir de l'individu seul opposé au devenir de l'individu placé au sein d'une société, c'est une thématique qui va gagner de l'importance dans la philosophie de Kant. Et vous le savez qu'au fur et à mesure, Kant va développer une philosophie de l'histoire qui reposera justement sur cette opposition dialectique entre l'individu et le groupe. Alors je vous renvoie là, bien évidemment, au cours sur l'histoire. Et notamment, je vous rappelle l'opuscule de Kant dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Idées d'une histoire universelle, pensée d'un point de vue cosmopolitique. Alors, je vous rappelle rapidement ce que Kant dit dans ce texte, justement, sans cette opuscule sur l'histoire, c'est que Kant nous dit, quand on observe un individu qui agit seul, on ne peut pas comprendre ce qu'il fait, puisque l'individu seul est animé par sa seule liberté et sa seule capacité, sa seule volonté. Kant nous dit, donc si on observe l'histoire, j'ai envie de dire en quelque sorte au microscope, en regardant le devenir de chaque individu, eh bien on ne comprendra rien à l'histoire. C'est pour cela, rappelez-vous, que dans son texte, Kant dit qu'il faut passer à un point de vue cosmopolitique, c'est-à-dire que c'est seulement quand on va s'élever au-dessus des individus pour envisager les peuples tout entiers, les sociétés tout entières, voire cosmopolitique, c'est-à-dire l'ensemble des populations sur la Terre, à ce moment-là, dit Kant, on va voir se dessiner quelque chose comme un devenir commun, une nécessité commune. Et dans ce texte, vous vous en souvenez, Kant nous dit, quand on observe le devenir de l'humanité à cette échelle universelle du cosmopolitisme, on se rend compte que l'humanité est en train de tracer la voie du progrès. Donc Kant fait partie de ces penseurs, vous vous en souvenez, qui à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, sont des penseurs du progrès de l'humanité. Kant nous dit, en réalité, il y a une finalité de l'histoire et les hommes sont en train d'accomplir cette finalité de l'histoire. Alors dans le texte, l'opuscule de Kant, idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, justement, vous vous en souvenez, le mécanisme de ce progrès repose sur l'opposition entre individu et groupe.
Kant utilise la notion de ce qu'il appelle insociable sociabilité, c'est-à-dire que les hommes ont à la fois besoin des autres hommes, ce qui les pousse à aller vers eux, mais dans le même temps, ils sont aussi associables ou incapables de vivre en société, puisque dès que je me trouve en contact avec les autres individus m'agacent du fait de leur liberté, du fait de ce qu'ils accomplissent, etc. Du coup, je suis sans cesse en conflit avec les autres hommes. Du coup, rappelez-vous, le mécanisme de Kant, c'est de dire les individus contraints de vivre avec les autres hommes parce qu'ils sont fondamentalement sociaux vont affronter les autres hommes, et il va falloir pour les hommes trouver des solutions justement à cet affrontement. Et Kant nous dit, c'est pour cela que les hommes progressivement dans l'histoire vont mettre en place un certain nombre de lois politiques. Kant pense ici, par exemple, je vous renvoie au cours sur la philosophie politique, pense à l'idée du contrat social pour la mise en place de républiques, etc. Donc les hommes vont devoir passer des contrats avec les autres hommes pour éviter les conflits, des contrats politiques, mais aussi des contrats moraux. Les hommes vont devoir fixer des règles de politesse, des règles de moralité, pour justement échapper aux conflits entre les hommes. Ce qui fait que, nous dit Kant, progressivement, dans l'histoire, les hommes vont devenir de plus en plus policés les uns envers les autres, et donc petit à petit, nous dit Kant, à travers l'histoire, nous allons voir un acheminement vers une société meilleure, plus morale, plus apaisée, avec un projet de paix perpétuelle à son terme, nous dit Kant. C'est une vision du progrès, mais vous voyez, donc, qui est, je vous l'ai dit, assez commune finalement à cette époque du XVIIIe et début du XIXe siècle. La plupart des penseurs imaginent que l'humanité est en route vers le progrès. Mais chez Kant, elle s'articule évidemment sur cette opposition entre l'individu et le groupe. Au niveau de l'individu, on ne voit pas grand-chose, mais c'est seulement quand on regarde au niveau du groupe que se produit en quelque sorte un mouvement, et ce mouvement produit l'histoire, met en mouvement l'histoire. Donc ça, c'est pour l'opuscule de Kant, idée d'une histoire universelle pensée d'un point de vue cosmopolitique, mais on va voir que finalement, c'est exactement de la même façon que s'articulent les paragraphes 3 et 4 de « Qu'est-ce que les Lumières ?» Kant nous dit au paragraphe 3 qu'il ne faut rien attendre de l'individu seul. Paragraphe 4, oui, nous dit Kant, mais l'individu est rarement seul, il est en société, il est parmi d'autres hommes, et grâce à ces autres hommes, par le contact avec les autres hommes, par l'affrontement avec les autres hommes, le mouvement, justement, de l'histoire se produit, et dans le texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» ce sont justement ces lumières qui vont être rendues possibles par le fait d'appartenir à un groupe social, une société. Alors je commencerai, bien évidemment, comme d'habitude, par lire ce passage. « Mais qu'un public s'éclaire lui-même, rentre davantage dans le domaine du possible. C'est même, pour peu qu'on lui en laisse la liberté, à peu près inévitable. Car on rencontrera toujours quelques hommes qui pensent de leur propre chef, parmi les tuteurs patentés ou attitrés de la masse, et qui, après avoir eux-mêmes secoué le joug de la minorité, répandront l'esprit d'une estimation raisonnable de sa valeur propre et de la vocation de chaque homme à penser par soi-même. Notons en particulier que le public, qui avait été mis auparavant par eux sous ce joug, les force ensuite lui-même à se placer dessous, une fois qu'il a été incité à l'insurrection par quelques-uns de ses tuteurs, incapables eux-mêmes de toute lumière. Tant il est préjudiciable d'inculquer des préjugés, parce qu'en fin de compte, ils se vengent eux-mêmes de ceux qui en furent les auteurs ou de leurs devanciers. Aussi, un public ne peut-il parvenir que lentement aux lumières. Une révolution peut bien entraîner une chute du despotisme personnel et de l'oppression intéressée ou ambitieuse, cupide et autoritaire, mais jamais une vraie réforme de la méthode de pensée. Tout au contraire, de nouveaux préjugés surgiront qui serviront, aussi bien que les anciens, de lisière à la grande masse privée de pensée. Alors observons de plus près ce texte. Donc paragraphe 3, il est impossible qu'un individu seul s'émancipe, accède à la majorité. Début du 4e paragraphe, opposition évidemment, donc tout de suite mais, apparition de mais, qui va marquer logiquement cette opposition avec le paragraphe 3. Désormais, on ne parle plus de l'individu, mais on va parler du public, c'est-à-dire de la vie en société, de l'homme parmi les autres hommes, etc., etc. Donc voilà la fameuse opposition dialectique entre l'individu et le groupe, et on va voir que c'est au niveau du groupe, nous dit Kant, que peut se produire quelque chose. Au niveau du groupe, de la société, là, nous dit Kant,
ce groupe va pouvoir s'éclairer lui-même. Donc Kant nous dit, c'est au niveau du groupe que s'éclairer, on comprend le terme, qui est un écho direct aux Lumières, Aufklärung en allemand. Donc s'il faut attendre l'advenue des Lumières, cela va se jouer au niveau du groupe social tout entier. Et Kant nous dit, il y a deux étapes dans sa pensée, il nous dit, c'est sans doute pensable, c'est sans doute dans le domaine du possible, c'est-à-dire que, on va le voir, parmi les autres hommes, va pouvoir se dessiner quelque chose comme le début des Lumières, mais la phrase, vous voyez, est en deux temps, c'est pensable, nous dit Kant, c'est possible, et même, nous dit Kant, si on en laisse la liberté aux individus, c'est à peu près inévitable. Alors, vous voyez que le raisonnement en deux temps, effectivement, premier temps philosophique, Kant nous dit on peut effectivement imaginer que les individus en groupe accèdent aux Lumières. Si on réfléchit mieux, Kant, et si, condition supplémentaire, pour peu qu'on laisse la liberté à la foule, c'est-à-dire, on va le voir, c'est la suite du texte, Kant nous dit, si effectivement on ménage certaines conditions particulières de liberté pour la foule, on verra des conditions politiques par exemple, on va le voir dans la fin du texte, enfin dans la longueur du texte, qu'est-ce que les Lumières, que Kant est favorable à un gouvernement qui justement se débarrasse de la censure, qui offre un maximum de liberté civile aux individus, donc le contraire des régimes de l'époque de Kant, qui étaient plutôt des régimes, comme vous le savez, autoritaires, des monarchies de droit divin, etc., qui ne laissaient que peu de place à la liberté d'expression et à la liberté politique. Kant nous dit, si vous ménagez un tout petit peu de liberté pour les populations, alors cela va devenir inévitable. C'est-à-dire qu'on retrouve ici l'esquisse finalement d'un mécanisme inévitable de l'histoire, d'une finalité du progrès qui ne peut que se réaliser, nous dit Kant. Il y a de toute façon quelque chose qui est à l'œuvre dans l'histoire et contre lequel on ne peut pas aller. Donc on retrouve ici en quelque sorte cette histoire finalisée de Kant, je vous l'ai dit, qui se développera de plus en plus dans la pensée kantienne au terme de la pensée de Kant, cette idée que finalement, par l'action des individus les uns sur les autres, l'humanité produit un développement historique qui est clairement identifiable et dont on peut par avance connaître la fin, puisque cette fin est inscrite dans le processus lui-même. C'est tout à fait ces mouvements que je vous ai expliqués quand nous avons fait le cours sur l'histoire, ces mouvements qu'on peut appeler finalisés de l'histoire, qui pensent à la fois le mouvement de l'histoire et son développement inévitable. Et c'est ce que dit Kant ici, si on laisse de la liberté au peuple, il ira inévitablement vers les Lumières. Alors pourquoi ce développement est-il possible? La phrase suivante va nous expliquer, car, là on va développer cette pensée, car on rencontrera toujours quelques hommes qui pensent de leur propre chef parmi les tuteurs patentés de la masse. Voilà. Donc Kant nous dit, parce que de toute façon, il y aura toujours, évidemment, dans une foule, dans une société, quelques individus qui arriveront par leur propre force, justement, à s'arracher à l'état de minorité, à se mettre à penser par eux-mêmes, à bien user de leur entendement, comme dirait Kant, à sortir de l'opinion, à réfléchir. Il y aura des individus qui arriveront à s'émanciper. Alors, dans un premier temps, nous dit Kant, qu'est-ce que deviendront ces individus? Comme ils auront réussi à penser par eux-mêmes, ils se retourneront vers les autres individus et ils leur serviront de tuteurs, évidemment. Je vous rappelle chez Kant cette idée que finalement, les individus qui, eux, sont déjà parvenus au stade de la majorité, servent de tuteurs au reste de la foule, c'est-à-dire expliquent à la foule ce qu'ils doivent penser, etc., etc. Kant, vous le savez, pense qu'il faut dépasser ce stade, évidemment. Pour Kant, les Lumières, c'est au moment où chacun sera majeur, c'est-à-dire le moment où il n'y aura plus de tuteurs dans la population. Mais, nous dit Kant, au départ, si vous prenez une société, vous verrez émerger rapidement des individus qui, eux, sont capables de penser par eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on va revenir aux arguments habituels, parce qu'ils ont évidemment le courage, la capacité, etc., etc. On verra émerger. Et donc ces individus, nous dit Kant, que va-t-il se passer une fois qu'eux-mêmes seront arrivés à la majorité? Donc, eh bien, une fois qu'ils auront, nous dit Kant, eux-mêmes secoué le joug de leur minorité. Alors, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que le joug est la pièce de bois que l'on plaçait sur le cou des bœufs et qui permet à ces bœufs de tirer précisément la charrue. Donc quand on parle du joug en langue française, c'est pour
finalement parler d'un état de servitude comme la bête de somme qu'est le bœuf qui est attelé à la charrue et qui n'a rien d'autre à faire. Donc Kant nous dit la minorité ici, être dans un état de minorité, ne pas penser par soi-même, c'est une forme de servitude, bah évidemment, hein, nous l'expliquons depuis le début du texte, parce qu'on est asservi aux autres, aux tuteurs, on ne pense pas par soi, on écoute les autres, on écoute son médecin, on écoute son directeur de conscience, on écoute les autres, mais on ne pense pas par soi-même. Et Kant nous dit donc il y aura toujours quelques individus qui réussiront à secouer effectivement cet état qui était le leur de minorité pour s'émanciper et justement accéder à notre état, celui de majorité. Et quand ils auront fait cela, nous dit Kant, que va-t-il se passer? Eh bien, ils retourneront parmi la population pour répandre l'esprit, nous dit-il, d'une estimation raisonnable de la valeur propre et de la vocation de chaque homme à penser par soi-même. C'est-à-dire que Kant nous dit, ces individus feront finalement la promotion de ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire que ces individus, auprès de la population, commenceront effectivement à dire, à vanter le fait de penser par soi-même, puisqu'ils ont connu justement ce passage de l'état de servitude à désormais l'état de majorité, et bien Kant nous dit, il est inévitable qu'ils en fassent la promotion auprès des autres, en incitant les autres justement à se libérer, à penser par eux-mêmes, etc., etc., etc. Alors, vous voyez que le mouvement que décrit Kant ici, hein, c'est un mouvement qu'on pourrait dire classique en philosophie, un mouvement qui consiste à penser que la grande masse est malgré tout plus ou moins dans l'esclavage du fait de l'opinion, de son incapacité à penser par elle-même, et que certains individus libérés n'hésiteront pas précisément ensuite à convertir la foule à cela. J'espère que dans vos têtes immédiatement vous voyez le clin d'œil que l'on peut faire au texte le plus célèbre sans doute de la philosophie, hein, le fameux livre 7 de la République de Platon, le fameux passage de l'allégorie de la caverne que nous avons étudié ensemble, hein, cette allégorie de la caverne, comme vous le savez, qui représente la grande masse des individus enfermés au fond de la caverne, l'un d'entre eux venant à se libérer, ou plutôt dit le texte, on libère l'un des individus, c'est-à-dire un individu arrive à s'arracher à cet état justement de minorité, s'élève, retourne le savoir, accède au savoir en remontant vers l'extérieur de la caverne, mais ensuite, nous dit Platon, il va redescendre dans la caverne pour essayer de discuter avec les individus. Alors on va le voir, puisque chez Platon, je vous le rappelle, l'allégorie de la caverne ne finit pas très bien, puisque la fin du texte, le Socrate qui s'entretient dans la République finit par dire il mettrait probablement, la foule mettrait probablement à mort cet individu qui redescend dans la caverne. Donc il y avait un constat, et je vous rappelle que Platon avait en tête ce qui était arrivé à son propre maître Socrate. Donc Socrate a fait partie, si on reprend le vocabulaire kantien, de ces individus qui ont réussi par eux-mêmes à s'arracher à la condition de minorité, qui ont réussi à penser par eux-mêmes, que notis et auton, hein, c'était même la formule socratique par excellence, hein, connais-toi toi-même, pense par toi-même. Mais ces individus ont eu bien du mal, effectivement, à convertir les autres ensuite. Et on trouve chez Kant ici cette idée, c'est cette même idée, qu'est-ce que Kant ici s'inspire de ses lectures platoniciennes, mais Kant, effectivement, par sa propre réflexion, retrouve ce mouvement-là, cette idée que quelques individus, on pourrait parler en utilisant un vocabulaire cette fois plus marxiste, une espèce d'avant-garde révolutionnaire, quelques individus qui ont réussi à penser plus vite que les autres et plus rapidement, qui se libèrent et qui vont ensuite justement essayer de convaincre les autres individus de l'intérêt justement de cette libération. Alors, chez Platon, ça se terminait mal. Voyons comment ça se passe chez Kant, puisque vous voyez que le début du texte est plutôt positif. Kant nous dit, grâce à la masse, grâce aux autres, grâce à certains individus, nous allons réussir à nous libérer. Donc il y a ici un espoir. On va voir si le texte nous conduit finalement à conforter cet espoir, et si Kant finalement est moins pessimiste que Platon. Notons en particulier que le public qui avait été mis auparavant par eux sous ce joug les force ensuite lui-même à se placer dessous une fois qu'il a été incité à l'insurrection par quelques-uns de ses tuteurs incapables eux-mêmes de toute lumière. Eh bien on voit que chez Kant aussi finalement ça n'est pas si positif que ça. Kant nous dit il y a quand même un risque, c'est-à-dire qu'une fois que la grande masse a été incitée par quelques individus à se libérer, on peut craindre cependant que le public
une fois qu'il s'est libéré de l'oppression des tuteurs, on peut craindre que ce public, finalement, tout d'un coup, retourne la situation et, comme le dit le texte, par la force, désormais, place les tuteurs eux-mêmes sous le joug, c'est-à-dire la situation se retourne, le public, une fois qu'il a eu le courage de penser par lui-même, donc une fois qu'il a provoqué par exemple une révolution, une fois qu'il s'est rebellé contre l'autorité d'un roi, contre l'autorité d'une église, eh bien une fois qu'il s'est libéré, on peut craindre, nous dit Kant, que tout d'un coup il se retourne contre ses anciens maîtres et que lui-même, le public, tout d'un coup, la grande masse, force les tuteurs tout d'un coup à être eux-mêmes esclaves finalement d'un pouvoir politique, d'une religion et à se placer en dessous. Pourquoi? Comment cela se fait-il? Nous dit Kant. Eh bien tout simplement parce que, vous voyez, ce public risque d'avoir été incité à l'insurrection, donc poussé à la révolution par des tuteurs, mais qui étaient incapables même de toute lumière. C'est-à-dire, Kant nous dit, le risque, c'est que si la révolution est produite par des révolutionnaires qui ne sont pas complètement, justement, en âge de majorité, qui ne finalement n'agissent pas encore complètement par la pensée, mais chez qui il reste encore de la haine, etc., etc., eh bien, ces restes de haine chez les tuteurs risquent d'être transmis à la foule qui est libérée, et la foule risque de devenir violente et de s'en prendre à ses anciens maîtres. Ici, Kant, le texte date de 1783, a une prémonition assez extraordinaire, c'est-à-dire que Kant nous dit les révolutions sont des belles choses et des grandes choses parce qu'elles peuvent aider un peuple à se libérer justement de l'oppression de gens qui les interdisent de penser par eux-mêmes. Mais Kant dit qu'il faut faire très attention à ces révolutions et justement à leur suite. Parce que si la révolution libère rapidement les individus et que les individus ne sont pas tout à fait prêts à assumer par eux-mêmes justement la conduite de la politique, la conduite des affaires, ils risquent, la grande foule peut devenir quelque part des bourreaux bien pires finalement que les anciens maîtres. On pourrait, je vous disais de façon prémonitoire ici Kant, on pourrait penser à ce qui s'est passé avec la Révolution française, la glorieuse Révolution française, hein, qui est inspirée au départ par des principes, comme vous le savez, universalistes, etc., etc., des principes, nos révolutionnaires qui voulaient fonder la République, qui voulaient effectivement libérer le peuple, le tiers-état du joug de la royauté, de la monarchie de droit divin et de l'Église. Et malheureusement, après une première phase où ça s'est relativement bien passé, comme vous savez, la fameuse terreur qui s'est produite en France avec son lot d'exécutions, etc. Et Kant, ici, nous dirait probablement que c'était évident que ça allait se passer. Pourquoi? Parce qu'on a donné le pouvoir à une masse d'individus qui n'étaient pas encore suffisamment cultivés, qui n'étaient pas encore suffisamment matures intellectuellement, pas du coup incapables encore de penser suffisamment moralement, et on a vu justement se produire des choses absolument terribles. Les révolutionnaires qui étaient arrivés au pouvoir remplis effectivement d'un certain nombre d'avancées morales contre la peine de mort, etc. Et on a vu comment ces mêmes révolutionnaires ont pu sortir la guillotine et, à tour de bras, faire baigner dans le sang un pays tout entier. C'est ici exactement la crainte qu'exprime Kant, c'est-à-dire, Kant nous dit, c'est formidable quand on libère des individus de la contrainte de la minorité, mais il faut faire très attention. Si ces individus ne sont pas encore suffisamment eux-mêmes intellectuellement bien formés, s'ils n'ont pas encore suffisamment été, en quelque sorte, s'ils n'ont pas suffisamment réfléchi aux conditions politiques et morales, ils risquent finalement de retomber dans une autre forme de minorité, une minorité peut-être plus terrible encore, parce qu'une minorité qui en plus est au pouvoir. Et donc ils risquent de se transformer eux-mêmes en bourreaux, en monstres, et ça risque d'être un moment absolument extraordinaire. Et vous voyez que, on va le voir, Kant ici montre malgré tout une forme de scepticisme quant au mouvement d'histoire. Il nous dit que quelque part, l'histoire risque de connaître des soubresauts assez terribles. Voyez ce qu'il nous dit. Tant il est préjudiciable d'inculquer des préjugés, parce qu'en fin de compte, ils se vengent eux-mêmes de ceux qui en furent leurs auteurs ou leurs devanciers. Voilà, nous dit Kant. Alors, il en tire une conclusion qu'il faut comprendre ici. Kant nous dit il ne faut pas tellement s'étonner qu'une foule qui a été pendant très longtemps placée
sous le joug de la minorité, maltraitée par d'autres individus, il ne faut pas s'étonner que cette même foule, au moment où on la libère, devienne monstrueuse. Si vous avez, nous dit Kant, inculqué pendant des siècles des préjugés à une foule, si vous l'avez maintenue dans un état d'oppression, si vous l'avez empêchée de penser par elle-même, il ne faut pas s'étonner qu'au moment où vous libérez cette foule n'est qu'une envie, c'est se venger elle-même, c'est-à-dire de fonctionner non pas selon la raison en utilisant intelligemment la pensée, mais bien une foule qui ne va agir que sous des préceptes de haine, sous la règle du désir, sous la règle des passions, et du coup s'en prendre à ceux qui auparavant maintenaient cette foule sous l'oppression, c'est-à-dire aux anciens maîtres, aux anciens rois, aux anciens directeurs de conscience, etc., etc. Donc, si on lit bien la phrase de Kant, c'est à la fois une crainte qui est exprimée par Kant en disant attention, si vous libérez trop rapidement une foule, cela risque de faire des dégâts, mais dans le même temps aussi, c'est aussi un conseil que dit Kant, il faut l'entendre, Kant dit, attention, si aujourd'hui vous êtes du côté des tuteurs, si vous êtes un roi, si vous êtes un religieux, pensez bien que à finalement maintenir trop longtemps le peuple dans l'oppression, vous risquez un jour d'avoir un retour de bâton, c'est-à-dire que le jour où le peuple se libérerait, vous risquez finalement vous-même de souffrir de la violence de ce peuple. Donc, vous voyez que la phrase, elle joue sur un double registre. D'un côté, elle joue, Kant fait une analyse en nous expliquant pourquoi la foule risque de se révolter contre ses anciens maîtres, mais c'est aussi une forme d'admonestation ou une sorte de conseil qui est donné à ceux qui possèdent aujourd'hui le pouvoir, aux tuteurs de l'époque de Kant, c'est-à-dire aux rois, notamment Kant pense sans doute à l'empereur de Prusse ou d'Allemagne. Kant leur dit « Attention, si vous maintenez le peuple dans un état de minorité, si vous lui laissez trop peu de liberté, prenez garde au jour où ce peuple va se révolter. » Et du coup, Kant nous dit « Aussi un public ne peut-il parvenir que lentement aux Lumières ?» On le voit, nous dit Kant, il ne faut pas croire que tout d'un coup magique, une révolution va réussir à tout d'un coup projeter l'ensemble du peuple dans les Lumières. Vous voyez que Kant nous dit, si vous faites ça d'un seul coup, il y a le risque, quelque part, que le public, n'étant pas suffisamment éclairé, puisse se retourner contre ses anciens maîtres et tomber dans un état de dictature. Alors, on ne va pas faire une analyse très complexe de ça, mais on pourrait opposer effectivement la vision ici qu'a Kant de la Révolution, d'une vision que va défendre quelques années plus tard un autre philosophe qui a pensé l'histoire, le progrès et la question de la révolution, c'est par exemple Marx. Marx qui, lui, pense qu'une révolution, la révolution prolétarienne, peut justement changer la société en un soir, le fameux grand soir. Il y a un espoir chez Marx, effectivement, que la société change du jour au lendemain par une grande révolution. Vous voyez que Kant ici est beaucoup plus prudent et Kant nous dit la mise en avant, le retournement de l'histoire, la libération des individus ne peut être qu'un processus très très lent. Et si justement vous précipitez les révolutions, ces révolutions risquent de finir dans un bain de sang. Si on regarde notre grande histoire, on peut presque dire que Kant a eu raison contre Marx, puisque les différentes révolutions marxistes telles qu'elles se sont produites, alors sont-elles marxistes, on pourra en discuter longtemps, mais par exemple si on pense à ce qui s'est passé en Russie à partir de 1917, on voit bien que la révolution prolétarienne de 1917 qui a conduit au pouvoir justement une foule, la foule russe qui auparavant était opprimée par les tsars, on a bien vu comment ce retournement a dégénéré et a sombré dans le stalinisme, ce gouvernement absolument sanguinaire. Quelque part, cela peut donner raison à Kant sur cette idée qu'une révolution trop brutale d'un seul coup, si elle porte au pouvoir des gens qui ne sont pas suffisamment éclairés, peut finalement engendrer un régime de terreur absolue. Kant, de ce point de vue-là, serait sans doute taxé par Marx de bourgeois, c'est-à-dire qu'on peut aussi dire que chez Kant, il y a une certaine forme de retenue à l'égard de la révolution. Kant, justement, se méfie un tout petit peu des révolutionnaires. Il les trouve sans doute passionnants, admirables. Je vous rappelle qu'historiquement, je vous l'ai dit dans le cours d'introduction, Kant était fasciné par la Révolution française. On dit que c'est le seul jour où il a fait un détour dans sa fameuse balade de l'après-midi pour aller chercher les journaux quand il a entendu qu'il y avait une révolution en France le 14 juillet 1789. Donc Kant est à la fois fasciné par les révolutionnaires. Il a d'ailleurs gardé son soutien aux révolutionnaires très longtemps, même y compris pendant la Terreur, mais malgré tout, il se méfie quand même un tout petit peu, il craint que cette révolution ne donne quelque chose de terrible.
Vous voyez, c'est d'ailleurs la suite, hein. Une révolution, nous dit Kant, peut bien entraîner une chute du despotisme personnel et de l'oppression intéressée ou ambitieuse, cupide et autoritaire. Donc Kant nous dit une révolution peut être une bonne chose parce qu'elle effectivement elle peut bien faire tomber un maître, un roi, un oppresseur quel qu'il soit, qui menait cette oppression uniquement sur des principes d'intérêt personnel ou d'ambition personnelle, d'autoritarisme pur, hein, un dictateur tel qu'on en a vu la caricature, d'individus qui prennent le pouvoir pour capter les richesses d'un peuple ou pour exercer un pouvoir purement autoritaire par la violence, par la torture, etc., etc. Dans ce cas-là, dit Kant, effectivement, la révolution peut bien faire chuter ce type de despote et ce serait une bonne chose. Mais, nous dit Kant, jamais une vraie réforme de la méthode de pensée. Donc vous voyez que Kant ici invalide le processus révolutionnaire, ça fait chuter les dictateurs, nous dit Kant, mais ce n'est pas comme cela que finalement on produit une vraie transformation de la pensée du peuple. Ce n'est pas d'un seul coup qu'on entre dans la majorité, dit Kant. Il faut s'y préparer, il faut développer son esprit, c'est un processus assez lent. Hein. Vous voyez que par exemple, je reviens encore à la figure de Socrate. Socrate, toute sa vie, a dit que la première chose qu'il savait, c'est qu'il ne savait rien. Autrement dit, vous voyez, c'était une affirmation de cette idée que l'état de majorité est lent à conquérir. Et puis simplement, si on réfléchit, le terme de philosophie que nous pratiquons actuellement, hein, philein sophia, aimer la sagesse, on peut peut-être se contenter de l'aimer sans être tout à fait sûr de l'atteindre jamais. Le philosophe reste modeste par rapport à la sagesse, il n'a pas acquis la sagesse, il n'a pas acquis le savoir, il l'aime, c'est-à-dire qu'il essaye de l'avoir, mais il ne l'a pas immédiatement. Et quand ici, c'est ce dont Kant se fait ici le défenseur, une vraie réforme de la pensée, c'est-à-dire devenir majeur intellectuellement, c'est un processus lent, on ne l'est pas du jour au lendemain, et si on vous libère du jour au lendemain, il y a le risque effectivement que cela se retourne contre la société. Pourquoi? Ben voilà, nous dit Kant, il revient sur cette idée. Tout au contraire, le risque, c'est que de nouveaux préjugés surgissent et finalement qui serviront aussi bien que les anciens. Donc Kant nous dit, le risque, c'est que si vous libérez trop rapidement les individus sans leur avoir donné les outils intellectuels, sans les avoir formés suffisamment à penser par eux-mêmes, les nouveaux préjugés vont ressurgir, les individus vont se comporter selon leurs opinions, selon effectivement leurs désirs, etc. Et finalement, ces nouveaux préjugés seront comme les anciens, nous dit-il, serviront comme les anciens de lisière à la grande masse privée de pensée. Lisière, hein, c'est un terme terrible, hein, comme vous savez, la lisière, c'est là où finalement se couchent et se vautrent les animaux comme le cochon. Hein, donc finalement, nous dit Kant, les individus, si vous les libérez très rapidement, trop rapidement, risquent de finalement se rendormir, hein, donc se rendormir à nouveau dans quoi? Dans ces préjugés, et finalement la masse n'aura pas été libérée. Elle aura été libérée de l'oppression d'un dictateur, mais finalement elle n'aurait pas été vraiment libérée en ce qu'elle n'a pas encore accédé à la majorité. Donc Kant, vous voyez, finalement est très sceptique sur l'idée d'une révolution qui transformerait d'un seul coup le peuple. Hein. Il pense que le processus est beaucoup plus lent, qu'il va advenir dans le temps, qu'il demande une formation longue et continue. Et donc, Kant se méfie effectivement des attitudes révolutionnaires qui pensent que d'un seul coup, tout le monde deviendra intelligent juste parce que la révolution a lieu. Mais cela dit, hein, on le voit, il y a quand même cette idée chez Kant que si ce n'est pas à travers la révolution, c'est malgré tout à travers l'émulation, on pourrait dire, que peuvent produire les individus les uns avec les autres, que finalement le grand mouvement des Lumières va se produire. C'est donc grâce aux autres, à travers les autres, que les lumières peuvent advenir. Donc je livre ceci à votre réflexion. Par exemple, pour une réflexion sur la place de l'individu et du groupe, vous voyez que Kant fait partie de ces penseurs qui pensent que l'individu seul ne peut rien devenir, ne peut pas devenir, mais c'est aussi cette idée que nous avons défendue quand nous avons parlé de la notion de culture. Hein. Finalement, je ne suis pas dès l'origine ce que je suis, j'adviens grâce au contact avec les autres, grâce à la culture qui va faire ce que je suis, bien finalement c'est ce que nous dit Kant ici, il faut se frotter aux autres pour que progressivement la culture des Lumières apparaisse dans un processus dialectique avec les autres individus. Pour finir de commenter la dernière phrase, hein, on pourrait là aussi faire un éclairage de la société actuelle. On pourrait dire que grâce à la Révolution française et aux diverses autres révolutions qui ont suivi,
Par exemple, le peuple français s'est arraché de l'état du despotisme. Nous vivons aujourd'hui dans une république démocratique, c'est-à-dire un état dans lequel les individus sont amenés à choisir leur propre histoire par le vote, par le choix de dirigeants. Donc nous ne sommes plus dans un état despotique. Malgré tout, on pourrait poser la question, sommes-nous arrivés à l'âge des Lumières, celle que nous promettaient les révolutionnaires? Si on prend la dernière phrase de Kant, on peut avoir des doutes en se demandant si effectivement la grande masse, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes encore aujourd'hui suffisamment éclairés, si nous pensons suffisamment par nous-mêmes, et si nous n'avons pas tendance, nous aussi, comme dirait Kant, à nous vautrer dans les préjugés, des nouveaux préjugés, mais des préjugés qui s'inventent tous les jours sur les réseaux sociaux, etc., par les médias, par le contact avec les autres. Sommes-nous aujourd'hui, même si nous sommes dans une démocratie, une république démocratique qui nous offrirait tous les moyens de nous gouverner par nous-mêmes, sommes-nous vraiment suffisamment éclairés, comme le dit Kant, pour être capables de penser par nous-mêmes, pour avoir le courage d'oser savoir, aude sapere, nous disait Kant au premier paragraphe.